Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon, Gaulois réfractaire, c'est le terme à la mode. Donc 27 mars et nous sommes à Lyon. D'abord quelques brèves. Dans le courant de la semaine dernière, les joies du vivre ensemble, un Italo-Sénégalais né en France, armé d'un couteau, a demandé aux enseignants qui se trouvaient à bord d'attacher les collégiens, mais n'a pas eu le temps de mettre à exécution son plan, qui était donc de mettre le feu à un bus. Ça s'est passé en Italie. Je vous dis pas, 51 gamins brûlés vifs dans un bus. Heureusement qu'un des petits a pu récupérer un téléphone et prévenir les autorités. Mais on vit quand même dans un monde de fous, quoi. Cette personne vit en Europe, bon, quels que soient les problèmes, au lieu d'être contente d'avoir déjà un début d'assimilation, d'avoir trouvé un emploi, et ben non, il va profiter de cet emploi pour faire mourir 51 gamins. Autant que je me souvienne, Sénégal, 94 ou 96% musulmans. Attention, j'attaque pas la religion musulmane, mais bon, c'est une constatation parce que c'est quand même complètement fou. Une petite brève aussi. Je me souviens qu'il y a quelques années, une personne, un homme politique que je connais un petit peu, était sur les péages d'autoroute pour éviter les privatisations. L'activité autoroutière représente 15% des activités de Vinci, mais 60% de leurs profits. Le chiffre d'affaires des sociétés d'autoroute est de 10 milliards d'euros et elles dégagent une marge brute de 73%. 73%. Et ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Ça a été dénoncé depuis très longtemps. Une autre petite brève aussi que je vais vous donner. Oui. Siam, une franco-marocaine de Célestat, âgée de 26 ans, une pure alsacienne, qui est au Proche-Orient depuis 5 ans déjà. Elle avait épousé un djihadiste, un seul, bizarre. Aujourd'hui, une procédure de rapatriement est en cours et elle devrait rentrer en France prochainement. Bien. Je continue dans les petits papiers. Je continue. Chose très intéressante en cette période d'élection européenne. J'ai eu l'occasion de publier hier, je crois, une petite vidéo d'Arnaud Montebourg, en résumé, je vous la fais brève. On est pieds et poings liés par l'Union européenne. Monsieur Montebourg était quand même ministre de l'économie. Donc, sans dit donc, c'est dommage quand ils sont au pouvoir, ils ne le disent pas, ils le disent seulement après. Notre ami Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Vraiment 2 poids 2 mesures. Quand on sait qu'il y a des fripouilles, des personnes qui sont condamnées une quarantaine, une cinquantaine de fois déjà, et qui ont pratiquement pas fait de prison, qui sont toujours passés à travers le sursis. Et là, nous apprenons par Madame Belloubet sur BFM TV, dans un entretien, Nicole Belloubet, au lendemain de l'acte 19 des Gilets jaunes, nous annonce qu'il y aura eu, depuis le début des événements, 17 novembre, 2000 jugements qui sont intervenus concernant les Gilets jaunes, dont 40% des peines prononcées sont de la prison ferme. Donc tout est fait pour casser le mouvement. Vous vous rendez compte, 40% de prison ferme, et les gens qui récidivent, qui cambriolent 20, 30, 40 fois, ils sont toujours en liberté, ou relâchés au bout d'une semaine. Décidément, ça en dit long sur l'équipe à Macron. Bien, nous avons une bonne nouvelle, c'est que Yacine Bellatar, le conseiller banlieue de Macron, visé par plusieurs plaintes pour menaces et harcèlement, l'humoriste, controversé et conseiller banlieue d'Emmanuel Macron, Yacine Bellatar a été placé en garde à vue mardi matin à Paris. Donc on voit dans l'entourage d'Emmanuel Macron, Bellatar, Benalla et toute la clique, c'est vraiment un panier de crabes. C'est ça le nouveau monde de la politique. Vous savez ce que j'en pense? Je ne vous le dis pas.
Je reviens à notre amie Madame Belloubet, ministre de la Justice. Elle affirme que 200 djihadistes sont rentrés en France, alors que Macron nous avait promis qu'il n'y avait aucun programme de retour des djihadistes. On peut constater donc qu'en rapatriant ces assassins, la Macronie met les Français en danger et leur mort, bien évidemment. Enfin, c'est quand même quelque part assez sidérant quand vous regardez les dernières interventions de nos gouvernants qui traitaient les gilets jaunes de terroristes, voire de meurtriers. La France est le seul pays à faire revenir les djihadistes et à traiter les Français de terroristes. Les gilets jaunes seraient des terroristes. Voilà, donc honte à ce gouvernement, j'espère que vous vous en rappellerez dans 2 mois. C'est dans 2 mois qu'on vote, hein, d'accord? Vous ne voulez pas que je vous fournisse le balai et la pelle, parce qu'il y a besoin de balayer les écuries. Bien, nous allons revenir à notre cher président Emmanuel Macron, concernant l'affaire de la dame de 73 ans, qui est tombée, s'est blessée, saigné du crâne, etc. Donc, à l'occasion d'une interview donnée à Nice Matin, Emmanuel Macron a souhaité un prompt rétablissement et peut-être même une forme de sagesse à Geneviève Leguet, 73 ans, militante d'Attaque, blessée grièvement lors de l'épisode 19 des Gilets jaunes, le 23 mars. Mais dans quelle mesure Emmanuel Macron peut-il s'octroyer le monopole de la raison? Et l'opposition, elle, serait dépourvue de cette même raison. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron est comme l'ensemble de la République en marche. Ils se sont positionnés, et en fin de compte, on le voit au fur et à mesure depuis leur apparition sur la scène politique, sur un terrain qui est effectivement celui de la raison, la logique. Et absolument pas sur la conviction. Donc ce qui vient nourrir des positions pro-européennes, des politiques qui sont censées être raisonnables et dictées par la raison, parce qu'elles ne sont ni de droite ni de gauche. Oui, elles sont surtout avantageuses pour les milliardaires. Ces élites veulent donc nous faire comprendre que la vie partisane, la vie politique, l'engagement citoyen dans un parti, ça peut être logique, ça fait partie du déraisonnable. Vous perdez votre temps. Donc on stigmatise comme étant dépassés, archaïques, tous les partis d'opposition. Bien entendu, sauf lui. Mais réfléchissez bien. Dire à une personne qu'elle devrait apprendre à devenir raisonnable a un petit côté professoral, tout en se montrant au-dessus des passions. On a l'habitude avec Macron, ce type de comportement caractérise plutôt les classes supérieures qui vous donnent des leçons. Et là, où nous pouvons demander, on peut se demander si Emmanuel Macron ne le fait pas exprès. Ces phrases ont tendance à être systématiquement des marqueurs de distance sociale. Il est loin sur son nuage, sur son trône de monarque, et nous, on est la plèbe, le petit peuple. D'ailleurs, c'est la position prise par tout le gouvernement. C'est le discours du gouvernement qui dit qu'il est en charge de l'action publique, en disant « nous agissons » et tout le reste n'est que commentaire. L'air de dire, eux ont la science infuse, et si vous avez un avis opposé, vous êtes irraisonnable. C'est gentil pour l'opposition, ça veut dire qu'on est juste là pour faire des commentaires. Encore une fois, un sentiment au niveau de l'équipe à Macron d'une immense supériorité envers tous ceux et toutes celles qui ont le malheur de contester leur choix. Au-delà de ce mépris, Emmanuel Macron donc, nous montre qu'il a décidé qu'il n'avait pas besoin pour gouverner la France jusqu'en 2022 de l'approbation d'une majorité de ses concitoyens. Tout au contraire, il gouverne contre l'avis de ses sujets, entre guillemets. Le président est impopulaire. La liste de son parti est cotée par tous les différents instituts de sondage à moins de 25% des électeurs pour les européennes. Donc quand même, il y a 75% d'électeurs qui sont d'un avis opposé à celui de Macron. Mais d'évidence, il n'en a rien à faire. Dans sa logique, tout opposant serait un être irrationnel qui devrait acquérir une forme de sagesse suite à quelques déconvenues durant leur activité militante. Vous vous êtes pris un flashball dans la gueule?
Oh, mon pauvre. Ah bah oui, mais il fallait être sage, hein. Il fallait pas sortir dehors, hein. On vous l'avait dit, c'est vraiment pas raisonnable. Et voyons. Écoutez bien, Emmanuel Macron veut rejouer 2017 en 2022. Il parie qu'il va gagner les élections européennes, que la liste de son parti et de son allié le Modem va virer en tête. Donc, du coup, le second parti sera vraisemblablement euh, le Rassemblement national. Et donc, du côté des Républicains LR, le Parti Socialiste, n'en parlons plus, n'arrive pas à présenter une alternative crédible à son pouvoir. Et donc, ça lui laisse le champ libre. Il y a l'émergence éventuellement de Debout la France, etc. Mais bon, dans l'esprit des gens, ce n'est pas encore acquis. Donc, on s'aperçoit que Emmanuel Macron dispose toujours d'une base réduite, mais solide d'électeurs fidèles qui iront voter le 26 mai prochain. Et tous les commentateurs derrière vont crier à la victoire du camp présidentiel. Nous ne sommes que des Gaulois, réfractaires, et nous n'avons pas encore atteint la sagesse. Hein. Bon. Mais comment un gouvernement au pouvoir peut-il s'inscrire dans la raison et il se trouve être en prétention d'être le seul à incarner la raison, et ceux de l'opposition sont incapables de raisonner. Encore une preuve de cette arrogance fantastique. Donc, pour revenir à cette brave dame qui est tombée suite à une charge de policier à Nice, il nous dit que cette dame était trop âgée pour aller dans des lieux interdits. Je me permets de rappeler gentiment à Emmanuel Macron que Brigitte Macron va avoir 66 ans le 13 avril. Donc la dame avait 73, donc c'est pas bien de se moquer des personnes âgées parce que quelque part, chez lui, dans son couple, il va encore quelques années, pour son prochain quinquennat, il aura une dame qui aura atteint 70 ans. Je dirais pas dans son lit parce que je ne sais pas, je voudrais rien dire. Bon, voilà. Donc je laisse à ce monsieur sa malhonnêteté intellectuelle et sa goujaterie. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il est dans la lignée de ceux qui, depuis des années, nous ont promis la prospérité grâce à l'Europe, alors que chaque année, il y a de plus en plus de pauvreté et d'austérité. C'est bien la raison de cette vidéo, pour vous pousser un maximum à aller voter et essayer de faire prendre aux gens qui se laissent embobiner par la doctrine et les médias du système. On vous raconte des bobards. La France est vendue en petits morceaux. Alors, je me suis aperçu d'une chose, et vous allez vite comprendre. Mais vous allez vite comprendre. Réfléchissez bien ce qui se passe depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, les représentants du Rassemblement national, RN, se bousculent au portillon des chaînes d'information en continu. Sur la période allant du 1er janvier au 17 mars 2019, on ne dénombre pas moins de 161 invitations sur BFM TV, CNews, France Info, LCI, soit plus de 2 apparitions par jour en moyenne. À elles seules, BFM TV et CNews comptent pour 131 invitations. Vous apercevez que cette omniprésence des représentants du Parti du Rassemblement national s'accompagne d'un traitement médiatique tout en complaisance à l'égard de Marine Le Pen. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, on nous a sorti des émissions spéciales sur la dynastie Le Pen, c'était Dynastie, c'était Dallas, des interviews bienveillantes, des commentaires élogieux sur la présidente du Rassemblement national. Elle a une couverture, elle n'est pas candidate pour les européennes quelque part, mais on la voit partout. Mais il y a un but caché. Il y a un but caché. Il cherche à écrire à l'avance le scénario des élections européennes. On va nous remettre le match entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Comme cela, le pouvoir élimine de fait sur les plateaux télévisés toute alternative à ce duel. Ce duel qui, bien sûr, ne pourra profiter qu'à Macron, car, il y aura toujours un ressentiment vis-à-vis de Marine Le Pen et elle ne pourra pas rassembler la majorité des électeurs. Donc,
il y a un piège, donc on la fait encore plus monter, on étouffe tous les autres partis d'opposition qui auraient droit à la parole et qui présentent des listes. Elle est uniquement l'égale de Macron en termes de politique. On la met en valeur, et pour mieux crier au loup, en disant « Regardez les vilains fachos, etc. Vite, votons Macron pour établir la loi et l'ordre, plutôt que ces sauvages du Rassemblement national. » Vous voyez ce que je veux dire? Le piège, alors je m'excuse auprès des électeurs du Rassemblement national, je peux comprendre qu'ils votent Rassemblement national, mais ce que j'essaie de démontrer, c'est le piège dans lequel on nous enferme, parce que Marine ne pourra jamais, on l'a vu au présidentiel, rassembler plus que 50% d'électeurs. Premièrement, elle s'appelle Marine. Deuxièmement, il y a toute une historique qui fait, c'est comme ça. Je veux dire, moi, je constate les faits. Et si on déroule le tapis rouge à Marine Le Pen, c'est qu'il y a des raisons, et c'est pas pour lui donner le pouvoir. Donc, à nous, avec les autres listes, de faire en sorte que le piège ne fonctionne pas, et qu'il y ait un éventail de listes également, pour pouvoir présenter une alternative donc à Macron. Bien, il y a en début de mois plusieurs livres qui sont sortis. Alors je vais vous faire ma petite rubrique littéraire. C'est intéressant. Alors je vais vous parler de 2 livres. Évidemment, ce n'est pas des auteurs de gauche. Enfin, moi je suis plutôt d'extrême centre, mais bon, après, chacun voit. D'extrême Gaule, oui. Gaulliste, gaulois extrême. Oui. Je vais parler de Philippe de Villiers, son dernier livre. Philippe de Villiers veut prouver qu'il n'y a jamais eu d'Europe hyperpuissante. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge fondateur qui perdure depuis 70 ans. Les fondateurs, en fin de compte, au départ, quoi qu'on puisse nous raconter par la suite, n'ont jamais voulu que la construction européenne débouche sur une Europe protectrice, prospère et attractive. Pourquoi? Parce que ceux qui ont jeté les bases, en fin de compte, avaient des secrets. Et en cherchant bien, on arrivait à trouver quelques éléments. Philippe de Villiers, il s'est fait descendre dans les médias, parce que les médias du pouvoir, évidemment, lui rigolent au nez. Il a le mérite de rassembler un petit peu tous les éléments et de faire un ouvrage qui puisse parler, entre guillemets, au petit peuple, pour leur expliquer l'historique de ce fameux marché commun que moi j'ai connu tout gamin à ma naissance. J'entendais parler de ce marché commun, et voilà. Mais en fin de compte, on a fait une Europe sur commande américaine, c'est-à-dire qu'il y avait des directives, des rétributions sur des fonds secrets. Et donc les États-Unis ont souhaité une Europe sans tête, sans corps, soumise, ouverte à tous les vents et coupée de sa sève et de ses racines. Ce n'est pas une Europe des patries, c'est une Europe à tendance fédéraliste qui supprime la notion d'État-nation. Mais de qui parle Philippe de Villiers? Il parle en fin de compte des agents américains qui auraient élaboré la structure, la base de la construction européenne, pour faire en sorte qu'elle n'échappe jamais à ses créateurs. Donc il y a 3 principaux créateurs de l'Europe. Il y a le fameux Jean Monnet, qui lui n'a jamais participé à la résistance, il s'est contenté d'être l'homme au service des Américains et bénéficie du financement de la CIA. Il sera en 1954, pour ceux qui s'intéressent, à la réunion constitutive du groupe Bilderberg. Donc, allez, ça y est, ça vous a clac, 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 ce club très secret qui réunit la crème des décideurs. Donc, l'Union européenne, en fin de compte, les bases, c'est notamment constitué dans des lieux fermés et extrêmement élitistes, vous voyez. Donc, ces gens-là, ils ont pensé un système, mais pour leur bénéfice à eux, pas pour le bénéfice de l'ouvrier de chez Peugeot. Nous sommes d'accord? Bien. Il y a aussi le fameux Robert Schuman, quelqu'un originaire de Lorraine, et à l'époque, la Lorraine étant occupée, la Moselle étant occupée par l'Allemagne, sa famille avait choisi de rester allemand. Donc, ce monsieur Robert Schuman, c'est sidérant. On vous fait croire maintenant, oui, c'était normal et tout, oui, mais enfin bon, personne ne vous l'a jamais dit. Il était officier dans l'armée allemande à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il a rejoint
Vichy, maréchal Pétain, et évidemment il n'était pas résistant, et il fut même frappé d'indignité nationale. Ah oui, et après donc je crois que c'est le général de Gaulle qui a supprimé cette indignité. Le troisième homme, un Allemand, Walter Hallstein, le troisième père de l'intégration européenne, de ceux qui ont jeté, du trio qui ont jeté les bases. C'était quand même un officier instructeur du nazisme, il a servi Hitler sous l'uniforme national-socialiste. Bizarre, on ne l'a pas inquiété, et c'est lui déjà, j'ai retrouvé des archives où on voit toute la campagne des nazis en France occupée, où si vous voulez, on vous représentait la Grande Europe, qui était menacée par la Russie communiste, stalinienne, et donc, en fin de compte, tous les ouvriers français, européens, devaient aller travailler aussi en Allemagne pour aider à l'effort de guerre, et pendant que les soldats allemands se battaient notamment sur le front de l'Est. Et comment dire, les soldats nazis étaient censés, d'après la propagande, défendre l'idéal européen, la grande Europe voulue. Et en fin de compte, quand vous regardez, je veux dire, les maquettes, les affiches d'époque de 1941, 42, 43, vous apercevez en fin de compte que cette Europe, ça correspond vraiment à la carte de notre Europe maintenant, de notre marché commun, notre communauté européenne. Et donc, en fin de compte, il était déjà à la base, ce monsieur Walter Hallstein, et en fin de compte, le projet a été repris par les Américains. Alors, à décharge, évidemment, ce que voulaient les Américains, c'est qu'il y ait une certaine continuité de pays par rapport au bloc soviétique, et ils ne voulaient pas que des pays puissent basculer du côté communiste. Rappelez-vous qu'à l'époque, après-guerre, les partis communistes étaient très très importants en Europe. De mémoire, je vous citerai le Parti communiste italien, le Parti communiste français, qui était le parti de la résistance, tout auréolé des actes de bravoure, fait durant la Seconde Guerre mondiale, et comment dire, ces partis faisaient 20-22%, et suivant les situations, auraient pu prendre le pouvoir. Donc ils ont tout fait pour chercher à faire en sorte qu'il y ait une chasse gardée américaine, en se rappelant qu'il y avait des bases américaines en Europe déjà, pour éviter tout dérapage, mais pour faire en sorte que les pouvoirs, que les partis politiques de gauche, d'extrême gauche, etc., évitent de prendre le pouvoir, parce qu'il y avait une mainmise de ce qui deviendra plus tard Bruxelles, la Commission européenne, etc., etc. Donc, impossible de sortir de la voie tracée, et ça faisait les affaires des Américains au niveau politique, et deuxièmement, ça faisait les affaires des Américains au niveau des entreprises qui trouvaient des débouchés pour vendre toutes leurs marchandises et racheter des entreprises stratégiques et nous imposer leur culture américaine, l'arrivée du jeans, l'arrivée du Coca-Cola, etc., etc., etc. Donc, tous les produits qui nous paraissent maintenant complètement courants, mais qui, en fin de compte, nous ont été quelque part inoculés, vaccinés par la propagande américaine des années 60 sur le marché commun européen. Voilà, donc j'ai fini pour Philippe Le Villiers, c'est quelqu'un qui se prévaut de ses racines de son patriotisme français, de ses racines chrétiennes et catholiques, après, voilà. Mais, voilà, bon, il s'est bien expliqué, quoi. Bon, dans les médias, je dis, on se moque de lui, mais bon, qu'ils en fassent autant déjà, c'est trop facile de critiquer et d'être dans un fédéralisme européen, on a quand même besoin d'avoir des racines. Maintenant, il y a un autre livre qui s'appelle Résistance, qui est sorti en début du mois de mars, par Nicolas Dupont-Aignan. C'est une espèce de lettre ouverte aux Français, qui comporte 3 parties. Comment en finir avec le système et rendre le pouvoir aux Français. Dans une première partie, il nous explique effectivement ce qui s'est passé, un président dangereux, une France en miettes. Nicolas Dupont-Aignan nous dévoile à travers ses analyses, ses anecdotes, ses ressentis, les coulisses de la fameuse campagne présidentielle de 2017, les péripéties, les rapports avec François Fillon, pourquoi il a soutenu Marine Le Pen au second tour d'élection, etc., etc. Et effectivement, il nous qualifie, et vous qui me regardez, vous en êtes conscient,
quand on avait Macron au premier tour avec 14 ou 15% des voix, il me semble, il qualifie cette élection de véritable coup d'État démocratique. Et donc, Nicolas Dupont-Aignan, donc ancien candidat, revient sur la manière dont Emmanuel Macron a conquis le pouvoir et gouverne la France grâce à tous ses appuis auprès de tous les milliardaires qui détiennent la presse. Rappelez-vous, c'était la une de toutes les magazines de presse politique et presse people, et l'Express, Le Point, j'en passe et des meilleurs. On voyait partout la tête à Macron et c'était le nouveau monde de la politique. Dans une deuxième partie, Nicolas Dupont-Aignan parle de son rêve français avec un cap ambitieux pour le pays, détaille des mesures qu'il préconise pour vivre en harmonie dans notre environnement, créer et mieux partager la richesse de notre pays et réconcilier les Français face aux défis migratoires, bien entendu, et communautaristes qui menacent notre cohésion nationale. On est bien d'accord. Voilà. Et dans une troisième partie, il nous explique qu'il faut décoloniser la France pour rendre le pouvoir aux Français. Comment rendre le pouvoir et renouer avec une Europe de bon sens face au manque de démocratie de la Commission de Bruxelles, face à l'élargissement de l'Union européenne, à la submersion migratoire, et ben oui, il faut regarder les choses en face, à la concurrence déloyale, à la bureaucratie. Quand on sait que vous avez un SMIC à 200 € d'un côté, qu'il est à 1200, 1300 € en France, comment expliquer qu'on va tout uniformiser et que les 20 et quelques pays européens vont avoir les mêmes charges, les mêmes impôts, et les mêmes salaires minimum. Alors, je pense qu'on va beaucoup baisser le salaire français, et pour être à mi-chemin, je ne sais pas, par exemple, je pense au salaire polonais, on doit être aux alentours de 400 €. Donc, c'est un truc de fou. Donc, Nicolas Dupont-Aignan nous explique ça, et nous présente sa vision de l'Europe, et compare son projet européen à un nouveau syndic d'immeubles qui permet à notre continent, aussi à nos voisins, nous et nos voisins, de relever les grands défis du XXIe siècle qui nous attendent par rapport aux grandes puissances que peuvent être la Russie, les États-Unis d'un côté, la Chine, qui commence à installer un peu partout des points de relais, c'est ce qu'on appelle la route de la soie, et donc c'est hyper dangereux, donc il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on ait nos racines. Bon, je pense que j'ai déjà fait suffisamment long, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie encore parce que j'ai fait mon petit record. On est à, je crois, bientôt 32 000 sur la vidéo du 3 mars. La seconde a eu beaucoup moins de succès. Alors, c'est très très bizarre parce que, effectivement, pourquoi une vidéo va faire plus de 30 000 et une autre va faire 3 000 vues? Je n'ai pas encore compris pourquoi. Mais enfin, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner. Et puis, pour rester mobilisé, on garde espoir, on essaye de voir ce que ça va donner. Je compte sur vous, il faut que Emmanuel Macron soit en dessous de 15 points aux futures européennes. Donc il y a des tas de listes, voter en fonction. J'aurai peut-être l'occasion de venir vous expliquer quel est mon choix, mais là je me veux ouvert à tout le monde. J'ai certainement des accords avec... il y a des choses qui peuvent être bonnes dans plusieurs parties, dans plusieurs propositions, du moment qu'on est contre Macron et contre la mainmise, si vous voulez, de l'Europe et la vente en morceaux de toutes les industries françaises. Regardez l'aéroport de Paris. Maintenant, ils avaient vendu l'aéroport de Toulouse, ils reviennent maintenant en disant que c'était une mauvaise affaire, ils l'avaient vendu aux Chinois. Mais enfin bon, ces gens-là n'ont pas d'honneur, si vous voulez. Hein. On brade Alstom, on brade des tas d'entreprises. Bon, j'arrête là, mais comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir s'il n'y a pas des gens qui travaillent en France, qui produisent de la richesse, qui cotisent pour le social, qui cotisent pour les caisses de retraite, qui cotisent pour les retraités qui, eux, par la répartition, attendent de toucher des retraites. Donc, il faut absolument qu'on préserve notre culture industrielle que nous avions il y a encore quelques années, avec des grands constructeurs automobiles et plein d'autres sources d'activité. Et absolument. Et on fait tout aussi pour casser l'État, c'est-à-dire qu'on veut privatiser nos barrages, on veut les céder notamment aux électriciens
allemand, enfin, toutes les choses qui sont quand même relativement stratégiques, hein. Et ben non, c'est comme je vous disais pour les autoroutes tout à l'heure. Alors on peut se dire, oui, oui, l'État n'est pas fait pour gérer, oui, mais c'est stratégique. Euh, pour le bien-être des citoyens, l'État a une certaine mainmise et on peut gérer bien sans rentrer dans un centralisme étatique, mais le gérer d'une façon moderne, mais pour le bien aussi de la communauté, parce que beaucoup d'infrastructures ont été payées avec nos impôts. Ce sont nos impôts, les impôts de nos parents qui ont contribué à construire les structures que nous avons, nos barrages, nos routes, nos autoroutes, etc. Et maintenant, l'État veut vendre, récupérer l'argent pour en faire je ne sais quoi. Il en fait profiter les copains, Vinci, Suez et compagnie, euh, moyennant quelle commission, quel retour, je ne sais pas. Mais bon, euh, bientôt, nous n'aurons plus aucune richesse. Enfin bon. Je vous laisse, je suis un peu long, excusez-moi. C'est la passion. J'espère que petit à petit, vous forgez une opinion, ça renforce l'opinion que vous avez, et que je vous donne parfois quelques éléments pour mieux en parler dans votre entourage, pour essayer d'un petit peu convaincre ceux qui sont un peu dans le doute, qui disent ça ne sert à rien, tout est verrouillé, tout est ficelé, on ne peut rien faire, etc. Mobilisons-nous. On verra bien, hein. On a 2 mois, on votera, et puis après on verra déjà, hein. Mais en tous les cas, on se bouge. On se bouge pour aller voter. Merci, je vous dis à très bientôt, dans quelques jours. Allez, merci beaucoup. Merci, partagez, abonnez-vous. Allez, merci beaucoup. Au revoir.